André Joffre, vous êtes président du pôle Derby. Alors, on va peut-être déjà faire, dans un premier temps, un bilan des actions du pôle Derby, le nombre d'entreprises, le nombre de projets réalisés. Voilà, très, très rapidement, parce que des années. évidemment, Derby a déjà 15 ans. Et donc, 15 ans, c'est beaucoup. En fait, on a créé ça à l'époque sur un appel d'offres de la DATAR. Et le principe, c'était un territoire et une thématique. C'était ça le principe. Donc nous, le territoire, c'était en fait presque Perpignan, quoi, je dirais au départ. Hein, parce qu'on s'est réunis, quelques-uns, l'université, la Fédération du bâtiment, la CCI, l'AGLO. Bon, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un appel à projet, bon, encore un appel à projet, il faut répondre, etc. Bon. Et puis finalement, on a mis une jeune ingénieure, là, qui était fraîchement diplômée de l'université, qui a commencé à écrire des choses, et on se réunissait tous les lundis soirs. Et au fil des semaines, on sentait le groupe s'agrandir. On a fini à 200, je crois, la dernière réunion. Et donc, on avait un super préfet, qui s'appelait M. Lataste. Et quand Lataste est venu, évidemment, bon, c'était un projet qui émanait de Perpignan. Vous imaginez le cas que le préfet d'Artoux, à Montpellier, pouvait en faire. Lui, il disait, d'Artoux, il a dit, bon, il y a un projet là, il y a des trucs bien, du CEA, tout ça, bon, ça c'est costaud, et puis il y a un truc de Perpignan. Là. Et alors, la tasse lui a dit, écoutez, faites-le lire quand même, parce que moi je l'ai lu, et il y a des choses dedans. Bon. Du coup, on est tombé sur un jeune polytechnicien assez ouvert, qui a analysé le truc, et qui a envoyé une note à Paris, dithyrambique sur le projet. Bilan, on a été retenu parmi les 30 premiers projets à l'époque. Et on a reçu un coup de fil du préfet nous disant « Madame la ministre vient demain pour, c'est très chaud comme aujourd'hui, pour mettre en place le pôle. » Donc il est venu à l'université, chez moi, etc. Et donc, en fait, une fois que le vin était tiré, il fallait le boire. Donc il a fallu inventer le sujet vraiment, une fois qu'on était lauréat. Et en fait, vous voyez, c'est le regroupement de trois sphères, finalement. Les entreprises, le monde des entreprises, que ce soit de la start-up à la grande entreprise, on a dans la salle des représentants d'Engie, d'EDF, etc., bon, de toutes les grandes boîtes. Et puis, de l'autre côté, les laboratoires de recherche, qu'ils soient privés ou publics. Et enfin, vous le voyez sur tout ce qui est formation, qui est essentiel. Et en fait, à la convergence des trois, là, on avait une zone qui n'était pas encore cultivée, quoi. Voilà. Et on s'est dit, c'est là qu'il faut travailler. Alors, on a mis ça en place. Ça marche pas ton truc ici. Voilà. Pardon. Voilà. Donc le but, c'était bien entendu de développer de l'activité économique autour de tout ça et surtout créer de l'emploi, parce que vous savez, c'est quand même ce qui manque le plus dans le département. Alors, les résultats, ils sont simples, vous voyez, 643 projets étudiés pendant 15 ans. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même un volume significatif. On en a labellisé que 330. Quand je dis étudier, ça veut dire que des gens sont rentrés en contact avec les équipes du pôle, qu'ils ont travaillé sur le sujet et que ça a donné lieu à une proposition qu'on a présentée au comité qui réunit des scientifiques et des industriels pour l'évaluer. Bon. Et donc, vous voyez qu'il y en a à peu près la moitié qui sont retenus. Donc, c'est sélectif. On ne valide pas tous les projets. Ensuite, si vous voulez, sur ces 330, il y en a 190 qui ont débouché sur des financements. Alors certaines n'ont pas trouvé de financement, ça peut arriver. Et donc, vous voyez, on parle beaucoup de milliards en ce moment, nous on n'est pas tout à fait 1 milliard. Enfin, bon, c'est pas mal. Pour une association de 5 ou 6 personnes, quand même, il faut le faire quand même. Hein. Bon, voilà. Et donc, vous remarquez que le financement public, finalement, des projets ne représente qu'une vingtaine de pourcents. Donc, c'est quand même, ça aussi, assez remarquable. On n'a pas besoin de financer à 200% les projets publics pour qu'ils aboutissent. Hein. Ouais. Donc, c'est un truc intéressant. Voilà un peu la démarche. Alors, notre travail, en fait, il est... Je ne vois pas l'écran, voilà, ça va aller mieux. Notre boulot, en fait, on travaille, on n'a pas voulu, quand on a créé Derby, faire un machin de plus. C'est toujours la tentation, des structures qui se créent, qui veulent grandir, et puis finalement, ça ne marche pas. Bon. Parce qu'il faut trouver de l'argent pour faire vivre, ça ne marche pas. Donc nous, on s'est dit, il nous faut des structures souples, qui rentrent dans l'écosystème qui existe déjà,
Des gens, il y en a dans les CCI qui vont voir les entreprises, on ne va pas se mettre à leur place. Il y a des gens qui font le boulot à ad hoc, etc. C'est le cas aujourd'hui, l'arrêt, etc. Et nous, on est vraiment dans cet espace-là. On ne va pas être en concurrence, mais on est en complémentarité. On apporte une expertise que peut-être ces structures-là n'ont pas. Et donc, ça fonctionne très bien. On a d'excellentes relations avec j'ai oublié excuse-moi, je t'ai vu réagir, j'ai oublié l'agence... Entre Baba. Tu peux revenir à l'image? Ouais. Voilà, donc on travaille particulièrement sur la stratégie régionale de l'innovation. Ça, c'est une inspiration européenne, mais c'est un exercice obligé avec l'État, la région, etc. On est co-animateur d'un des 7 pôles qui concernent l'énergie, la transition énergétique. On travaille bien sûr dans tout ce qui concerne la région énergie positive 2050, hein, ça on en a déjà parlé, c'est très important. Et puis aujourd'hui, le plan de relance post-Covid, là, vous organisez des réunions en visio pratiquement 1 à 2 fois par semaine. Nous sommes présents et nous apportons notre contribution. Parce qu'on pense effectivement que c'est une opportunité qui ne se représentera pas 2 fois. Bon, Perpignan-Méditerranée, on a beaucoup fait, depuis les toitures solaires de Saint-Charles jusqu'au dernier projet Agloration, je vous dirai quelques mots tout à l'heure. On a fait beaucoup de choses avec l'agglo. C'est une agglo qui a été distinguée à de nombreuses reprises, qui a été championne d'Europe, même des villes solaires, etc. Donc on a fait beaucoup de choses. Et ça va continuer, j'espère, naturellement. Le département des Pyrénées-Orientales, bon, le gros sujet, c'est Thémis. Hein. Je me souviens que je suis rentré au bureau de Christian Bourquin, je lui ai dit « Christian, EDF veut démolir Thémis ». Il me dit « Alors ?» Non, mais ils le savent, je leur ai raconté 10 fois l'histoire. Et alors, il me dit « Et qu'est-ce que tu proposes ?» Je dis « Je propose qu'avec l'argent qu'ils ont prévu pour le détruire, ils nous refassent toutes les étanchéités des bâtiments, comme ça on sera tranquille pour un moment. » Et alors ils ont dit d'accord, hein, EDF était d'accord naturellement. Et du coup, d'un projet qui était à l'abandon, enfin qui a été promis au démontage en fait, hein, on est arrivé à le transformer en projet qui aujourd'hui trouve de plus en plus de trucs. Et là aussi, il y a plein de projets qui tournent autour de Thémis qui vont être extraordinaires. Donc vous voyez qu'avec beaucoup de bonne volonté, on fait plein de choses, quoi, hein. Et le département, évidemment, a été très actif aussi sur tout ce qui est promotion. On travaille aujourd'hui sur des idées de route des énergies renouvelables, etc. On pense que le tourisme des énergies renouvelables va faire bon ménage dans l'avenir. Bon, ensuite, vous voyez, bon, on est partenaire de plein de monde, en fait. La CCI, bien sûr l'université, la Fédération du bâtiment, le Bois Énergie 66, etc. On travaille vraiment en très proche proximité, en forte proximité, et on le fait tout simplement parce que ça nous paraît naturel. On a trouvé notre espace là-dessus parce qu'on ne s'est pas mis en concurrence avec les uns ou les autres, mais en complémentarité. Et ça, c'est très important. Alors, on est aussi présent au niveau national, parce que le fait d'être très impliqué localement ne veut pas dire qu'on ne travaille pas au niveau national. Au niveau national, on est présent auprès de l'État, avec notamment l'ADEME. Alors, nous sommes à la Commission régionale des aides, par exemple, d'Occitanie. On est membre de nombreux jurys d'innovation, encore la semaine dernière. On a participé à des jurys pour sélectionner les projets qui vont être labellisés. Avec le ministère de l'économie et des finances, dont la direction générale des entreprises, ou avec le ministère de l'écologie, nous sommes également extrêmement sollicités, surtout en ce moment. Donc, l'évolution des pôles, vous savez que les pôles vont devenir désormais sous la coupe régionale, alors qu'ils étaient jusqu'à présent, on avait deux têtes qui étaient la région et Paris. Et bien maintenant, du moins si les choses n'évoluent pas, c'est la région qui sera entièrement notre correspondant et notre financeur. Et puis les programmes d'aide à la recherche sur lesquels on travaille avec eux, évidemment, et le plan de relance, encore une fois, parce que là aussi, il se pose énormément de questions, de savoir comment on peut mettre des énergies renouvelables, beaucoup d'énergies renouvelables dans le plan de relance. Mais là, il faudra attendre le mois d'août pour que vous en sachiez un peu plus. Mais rassurez-vous, il y aura des énergies renouvelables. Ça, c'est la bonne nouvelle quand même, hein. Ça, c'est sûr que c'est la bonne nouvelle. Et puis, les instances européennes, on participe aussi au niveau de l'Europe à beaucoup de réflexions, notamment sur le Green New Deal, évidemment. Et là, vous le savez, c'est déjà parti, hein. Il y a déjà des appels à projets, notamment il y a 1 milliard d'euros qui a été rajouté au programme Europe 2020 pour pouvoir lancer de nouveaux projets sur des thématiques nouvelles. Donc, c'est très intéressant. Et il faut absolument, nous avons un rôle très important pour diffuser cette information auprès des entreprises. Et d'ailleurs, elle est dans la salle, on vient de recruter une jeune ingénieure qui vient de passer beaucoup de temps au Portugal
où elle travaillait sur des projets, européens. Et donc elle vient de rejoindre le groupe, le pôle, là, il y a quelques jours. Alors, je prends quelques exemples parce qu'il faudrait vraiment énormément de temps pour vous dire tout ce qu'on fait, mais simplement pour vous dire les points qui me semblent un peu, les points importants qui vont avoir à jouer dans les années qui viennent. Bon, le premier, c'est celui de l'éolien offshore, donc, vous savez que l'éolien à terre est parfois critiqué, et parfois justement critiqué. L'éolien en mer est un sujet qui est beaucoup plus consensuel et sur lequel nous avons, nous, une opportunité très grande. Il y a deux projets. Il y a le projet de Gruissan et le projet que j'appelle du Barcarès plutôt que de Lecate, parce que bon, comme ça. On a le maire. Le maire est là. Bon, voilà. Donc, salut Alain Ferre. Monsieur le maire, excusez-moi, je ne l'ai pas vu. Je l'avais écrit avant que vous arriviez, hein, je vous rassure. Mais bon, il paraît que le 4 pourrait être absorbé par... on m'a dit ça. Bon, c'est ça. Les Catalans de Lecate. Bon, bref. Vu de la côte, je pense que c'est en face du Barcarès, réellement. C'est vrai, David. Bon, donc ça c'est un très grand potentiel de création d'emplois, évidemment. 300, 400 emplois, certainement. Il y a pour l'instant 2 projets. Alors, ce n'est pas des petits projets quand même, c'est des projets à 200 millions chacun. Ce n'est pas des tout petits projets. Mais derrière, il y a des choses beaucoup plus considérables qui pourraient voir le jour avec de véritables fermes de plusieurs centaines d'éoliennes. Et ça, c'est à la fois quelque chose qui modifierait de façon très profonde l'organisation de l'énergie, même je dirais en France. Mais nous avons la chance quand même d'être... Vous savez, cette THT qu'on a tellement combattue, et qui finalement, on l'a combattue pour qu'elle ne soit pas aérienne, elle est sous les Pyrénées maintenant. Mais cette THT, c'est 1600 MW. Et on peut en injecter des kilowattheures dessus. Donc, si vous voulez, on a la chance d'avoir cet axe nord-sud, là, sur lequel on a une capacité de pouvoir évacuer énormément d'énergie. Ça veut dire qu'en fait, on peut être exportateur d'électricité, évidemment, quand ça fonctionnera. Il faut changer les piles. Hein. Voilà. Alors l'hydrogène, je parle, vous savez, de ça parce que c'est vraiment des trucs importants. L'hydrogène, je ne sais pas si vous avez remarqué, les Allemands ils viennent de mettre, je crois, 14 milliards, non 9 milliards. 9 milliards sur l'hydrogène. Bon. Et nous, 150 millions. La région et la France, 100 millions. Peut-être. Peut-être. Vous voyez là. Ouais, non, mais on dit. Bon, donc ça c'est important parce que l'hydrogène, bon, vous savez que l'hydrogène c'est propre, mais ça dépend comment on la fabrique. Si vous la fabriquez à partir de produits pétroliers, bon, ça produit, le bilan CO2 n'est pas bon. Donc il faut la produire à partir d'énergies qui n'émettent pas de CO2. Et donc évidemment les énergies renouvelables en font partie. Et d'ailleurs dans la salle on a le directeur du four solaire de Montlouis, voilà, qui a des idées. Parce qu'on peut casser de l'eau par exemple à très haute température avec du solaire à thermodynamique, qu'on avait un peu vite enterré peut-être. Et on peut fabriquer de l'hydrogène avec du thermodynamique. Et avec des rendements exceptionnels de 50%. Donc ça, c'est quand même un truc qu'il faut qu'on regarde de très près. Il y a des pistes là intéressantes. Et donc une solution de stockage pour les énergies variables. Le solaire a besoin de pouvoir fonctionner jour et nuit, et donc pour faire ça, il faut soit des batteries, soit des moyens de stockage type hydrogène. Alors j'en viens maintenant, pour terminer, à nos projets de la région, ici, de Perpignan. Alors, nous, le digital et les énergies renouvelables, on a fait il y a à peu près 10 ans, c'est de dire, c'est là que ça va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, les énergies renouvelables prises seules, elles auront toujours des problèmes de limitation, parce qu'il faudra s'adapter aux besoins, qui ne sera pas forcément en phase avec la production. Donc, il va falloir que... Et on s'est dit, le digital, c'est le moyen de faire matcher les deux. Et donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Et il y a eu plein de projets. Dans les conférences d'Herbie, on a fait intervenir des gens d'Orange. Alors on dit, mais comment vous faites venir un type d'Orange dans une réunion sur les énergies renouvelables? Eh oui, le type d'Orange, il nous a donné des choses, des idées. Et petit à petit, des projets sont montés. Alors il y en a 2 qui sont significatifs ici en région. C'est Smart Occitania, qui a été piloté par Enedis, et le second qui s'appelle Smart ZAE, qui est piloté par Engie et qui vise justement à travailler sur ce qu'on appelle de façon générale la Smart City. Et Smart Occitania, c'est plutôt en zone rurale que cette démarche a lieu. Alors nous, si vous voulez, ça fait un moment qu'on travaille là-dessus, depuis 2014 en fait, très précisément, avec la directrice de cabinet de Madame la ministre de l'époque, Ségolène Royal, qui s'appelait Elisabeth Borne. Et donc, quand j'étais allé la voir, je lui avais dit, écoutez, il y a une idée,
c'est que faire de l'autoconsommation, c'est-à-dire produire de l'électricité pour soi-même, c'est très bien. C'est même ce que les gens ont envie de faire. Exactement comme ils ont envie d'aller cueillir leurs abricots et ramasser les tomates sur leur plan dans leur jardin. Ils ont envie de consommer leur propre électricité. Et ça, c'est un plaisir incommensurable. Faites-en l'expérience. Interrogez les gens. Ah non, mais attends, tu rigoles. Interroge des gens qui ont de l'électricité, qui produisent sur leur toit. Ils ne vivent pas pareil. Évidemment. Parce qu'on déclenche la machine à laver quand il y a du soleil. Oui, on ne le fait plus la nuit, on le on le fait dans la journée. Et donc, on a un comportement, on vit avec la nature, en fait. Quoi de mieux? On vit avec la nature. On redécouvre de vivre la nature. Mais tu sais, avant, les lavandières, elles allaient faire la robe, comme on disait en catalan, elles allaient laver le linge quand il faisait soleil. Ils n'étaient pas idiots. Il fallait faire sécher après. Donc, voilà. Mais nous, c'est pareil. Voilà. Donc, je reviens à nos moutons. Allons-y. Oui. Ce que j'ai proposé à la ministre à l'époque, au directeur de cabinet, c'est de dire, voilà, on a une zone d'activité, et dans cette zone d'activité, on pourrait produire de l'électricité là où on a de la place, sur des parkings, etc., et puis consommer l'électricité, non pas de façon individuelle, mais en se la répartissant et en utilisant le réseau public. Alors les gens m'ont dit, mais attendez, comment vous allez faire passer sur le réseau d'Enedis en même temps des électrons solaires et des électrons qui viennent du réseau? Ben, je dis, c'est là que le digital joue. Et donc, on a mis en place des systèmes avec des blockchains, etc., qui permettent de tracer tout ça. Donc, en fait, tout se passe ici comme sur le réseau public, qui existe, qui est déjà amorti, qui est là. On faisait circuler une deuxième circulation, en fait, d'électricité, qui, elle, est une électricité locale. Alors, évidemment, la question qui se pose, c'est de dire, est-ce que pour traverser la rue, je dois payer le même tarif de transport que pour traverser la France? La réponse est oui aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le tarif du timbre-poste. On doit payer pareil. Et donc, on a engagé une longue discussion avec les pouvoirs publics, on a fait des rapports sur rapports, des commissions à n'en plus finir, et finalement, je suis retourné voir Madame la ministre, cette fois, en lui disant, écoutez, elle m'a dit, mais depuis 2014, c'est pas encore fini cette affaire. Bon, elle m'a dit, je vous garantis, je vais le sortir. Et voilà, et donc là, on est en phase finale, donc on va faire un projet qui va faire environ 3 MW dans l'ensemble de la zone, donc Technosud, AgroSud, donc qui n'est pas loin d'ici. Et d'ailleurs, on pourrait même mettre l'université ici, ce serait possible. L'électricité produite sera consommée par 150 consommateurs environ. Et cette électricité sera beaucoup moins chère, parce que la bonne idée, c'est que Bruxelles a pris une directive sur le sujet. Et la directive, elle dit qu'il faut favoriser la circulation locale de l'électricité. Donc, en fait, si vous voulez, le transport, on ne va pas le payer. Ou plus précisément, il y aura une subvention de l'État pour rembourser le coût du transport. Autrement dit, on va avoir de l'électricité, on verra après quel tarif on pratique, mais qui sera à peu près à moitié prix. Ça veut dire ça? C'est-à-dire que les entreprises de l'espace de Pascal Lambert, votre avis? Oui, mais PEPS, ils vont prendre une taxe. Je sens que PEPS va mettre une taxe sur le truc. Bon, voilà un peu le projet. Donc, au niveau planning, là, donc on a été désigné pour le porter. Les textes là, qui vont régir cette subvention seront déposés au mois de juillet à Bruxelles, puisqu'il faut un accord de la Commission pour ça. On espère avoir un retour de Bruxelles qui est d'accord, a priori, sur le sujet au mois de novembre. Et donc, c'est des projets qui pourront naître à partir de janvier prochain. Voilà. Donc, une fois de plus, on sera en avance. Merci. C'est une première en France. Hein. Première en France. Une première en France.